la pression montait, montait, l'anxiété montait, 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 montait. Je pense qu'une semaine plus tard, impossible de me lever. J'étais responsable logistique chez un e-commerçant. Est-ce que tu peux nous expliquer ton cheminement qui t'a amené à être en burn-out? Écoute, je pense que j'ai pris une mission, c'était ma première mission avec quand même entre guillemets, des grosses responsabilités que j'ai Mhm. prises très à cœur. Je voulais réussir. J'étais relativement jeune encore. J'avais à l'époque 27 ans. Donc je me retrouve quand même relativement jeune avec, je pense, un sacré niveau de responsabilité. J'avais très envie de bien faire et la première erreur qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on y laisse tout son temps. Oui. Euh, L'entreprise, par ailleurs, grossissait très très vite. Donc constamment, ce qu'on mettait en place, un mois plus tard, c'était plus viable parce que déjà l'entreprise avait grandi, donc il fallait repenser les process constamment. Et dans ma volonté de bien faire, je pense à l'époque, je me dis, tiens, là l'entrepôt commence à être trop petit, l'équipe commence à être un peu limitée, il faut qu'on fasse un déménagement, qu'on change de prestataire, qu'on change d'entrepôt. Et le tout avec une activité opérationnelle qui était déjà du quotidien, qui était déjà très prenante. Mais par un peu manque d'expérience, je pense aussi, je me suis pas dit, enfin je me suis dit, je pense que j'avais la bonne idée de changer, de faire ce changement, de mener ce changement, mais j'ai pas anticipé le côté, on va avoir un problème de staff, on va avoir un problème humain dans l'équipe et si mener un projet comme ça, il faut ramener du monde, quoi. Il Oui. faut qu'on soit aidé. Tu étais manager. J'étais responsable de l'équipe, exactement. Mais on était une toute petite équipe, on était trois, tu vois, donc on a déjà du mal à en faire, entre guillemets, à faire face déjà au quotidien de l'activité très opérationnelle. Et on s'est rajouté un énorme projet par-dessus qui est de dire, juste l'entrepôt qui est le cœur de la logistique, et on va trouver un nouveau prestataire, leur expliquer nos process, déménager le process, faire les changements informatiques. Enfin, je passe tous les détails, mais c'est un gros projet. Et assez stressant, t'imagines, parce que si ça plante, Mm. du jour au lendemain, tu reçois plus tes commandes, tu n'envoies plus tes commandes à tes clients, quoi. Donc Donc c'est tu quand même. gérais tout. Et on gère tout exactement. Et je pense que par moi, elle manque d'expérience. Et puis je me suis dit, tiens, l'idée était la bonne, je pense, mais j'ai pas sensibilisé, je pense, mon manager de l'époque au besoin de renforcer l'équipe pour pouvoir gérer une transition comme cela sereine. D'accord. Et, en fait, tout doucement, on travaille de plus en plus le soir, le week-end, pendant les vacances. Et ça pendant 18 à 24 mois. Plus ça allait, plus par manque de temps, toute occasion était bonne pour travailler. J'ai un souvenir de partir en Thaïlande avec ma femme, enfin ma copine qui était ma copine à l'époque, une semaine. Et tous les soirs, en rentrant à l'hôtel, bosser, faire les mails. Enfin, ouais, Ah ouais. ta vie devient ton boulot. Et un jour, patatras. Et un jour, donc la pression montait, montait, l'anxiété montait, 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 montait. Ça commençait de plus en plus dur à tenir, mais je pense que pris par la date de déménagement était fixée, la date de lancement était aussi fixée, donc ça m'a un peu fait tenir en mode, allez, c'était ton projet, tu le mènes jusqu'au bout. On lance le nouvel entrepôt. Dans l'ensemble, ça se passe correctement. Il y a plein de choses qui vont pas, mais mineures, on va dire. Et moi, je pense qu'une semaine plus tard, impossible de me lever. D'accord. Je Du suis jour au de- lendemain. je me lève voilà, un lundi matin, je ne sais plus exactement le jour, hein, mais tu vois, une semaine, une nouvelle journée commence et j'ai plus rien, j'ai plus de jeu. J'ai une retombée énorme, je pense, de stress, de pression, de stress qui était resté pendant trop de mois, je pense, qui s'était accumulé. Et vraiment ce sentiment j'ai l'incapacité, la physique, de sortir de mon lit. C'est pas une. J'ai la flemme et j'ai pas envie de me lever. C'est un peu dur, c'est impossible. C'est impossible. Là, ayant une femme médecin, elle me dit bon là, stop, on arrête les frais, tu vas chez le médecin et puis très rapidement, le médecin me dit non mais là c'est une semaine d'arrêt minimum. Une semaine. Ouais. Il met une semaine déjà en me disant tu t'arrêtes une semaine, tu coupes vraiment. Donc là j'ai vraiment respecté ce truc de pendant une semaine, j'ai éteint mon téléphone et repos et puis on refait le point au bout d'une semaine. Donc la corde a lâché. La corde a complètement lâché. Ouais. Et quand tu réalises pas, tu es dans ton truc et puis tout, maintenant avec le recul ça semble évident qu'il y a plein de choses qu'il fallait pas faire, que j'ai faites. Ouais. Mais ouais, sur le moment, tu te poses pas là. T'es dedans. T'es dedans et t'es dans le jeu et tu te dis, allez, faut que j'y arrive, quoi qu'il se passe, et peu importe le prix, quoi. Mm. Et donc tu t'es arrêté juste une semaine? Alors non, ça a été ça a été en fait assez rapide finalement. Donc je me suis arrêté une semaine pour laisser un peu retomber tout ça, essayer un peu malgré tout de comprendre ce qui se passait, parce que sur le moment, t'as pas du tout, t'es pas rationnel, hein, même je le vis, au début, je le vis même plutôt mal cet arrêt, parce que je me dis, je suis en train de lâcher l'équipe. On vient de lancer, c'est cool, mais il y a plein de trucs à faire encore, je les abandonne, quoi. Donc tu vois, j'ai plus
je vis plus avec une culpabilité qu'un soulagement, on va dire. Mais je sens que j'ai pas le choix. Donc je le fais. Et je pense qu'au bout d'une semaine, est-ce que j'ai pas été prolongé à une deuxième semaine? Mais je crois que en fait, ouais, pendant mon arrêt, en fait, il y a quand même je m'entendais quand même très bien avec mon patron de l'époque. On s'échangeait des textos quand même pour se donner des nouvelles. Et il me dit, est-ce qu'on peut prendre un café pour faire le point, quoi. C'était au bout d'une semaine, 10 jours. Et ouais, super sympa. On prend vraiment un long temps pour discuter, faire un peu là. Lui, il comprend. Je pense qu'il était quand même surpris parce qu'il voyait que je pense que c'était chaud, que c'était speed, mais je pense qu'il s'attendait pas non plus à ça. Puis il voit que je suis quand même pas bien. Donc oui, humainement, il était top. Et nous, on a vraiment cet échange. Et ouais, je lui dis que je suis au bout du rouleau. Je lui dis très franchement, là, j'arrive au bout. Et en plus de ça, je commençais en fait à sentir quand même un autre truc qui était, je n'ai pas envie, la suite ne m'intéresse pas. Je crois que si on rembobine maintenant l'histoire avec le recul, je suis rentré dans ce métier avec pas beaucoup de passion. La logistique en tant que telle ne m'animait pas plus que ça. Le job m'intéressait parce que c'était une petite boîte. Il y avait une belle mission entrepreneuriale parce que la boîte était en plein essor et ça m'excitait de faire part de cette aventure. J'étais plus excité par l'entreprise que par le métier en tant que tel. Et passer beaucoup de temps malgré tout dans un métier dans lequel tu t'excites pas, t'es pas très excité, c'est un peu compliqué. Et donc l'après, tu vois, déménagement, parce que même si le projet était dur, ce projet un peu entrepreneurial au sein de l'entreprise m'a pas mal excité. La suite qui était de dire, ok, bah maintenant, il y a plein de petits couacs qu'il faut qu'on règle. Et c'était aller à l'entrepôt, faire de la route, parce que c'était pas en dehors de Paris, j'étais à Paris à l'époque, il fallait partir tôt le matin, aller très tôt à l'entrepôt, passer du temps avec les équipes pour corriger ce qui était à corriger. Je me projetais pas du tout là-dedans. Ça m'excitait pas du tout. Et donc en fait, le cumul de là, je suis épuisé. Et en plus, revenir, les missions qui m'attendent au boulot là, je commençais à être un peu honnête avec moi-même et de me dire, j'en ai pas du tout envie. Ouais. Et tu as eu le courage d'en parler à ton manager. Ouais, le courage, et j'ai eu un super manager qui a aussi été vraiment à l'écoute. Je pense qu'il avait vraiment Ouais, besoin de comprendre. Il était jeune aussi, donc je c'est top. pense qu'il avait aussi, on en a parlé d'ailleurs très aisément, et il s'en est aussi un peu voulu, je pense, tu vois, de ne pas avoir vu le truc arriver. Euh, donc non, on a parlé, ouais, on a eu la chance d'en parler très librement, très facilement. Et quand je lui ai dit en plus que voilà, je me voyais en fait pas vraiment reprendre, très rapidement, c'est lui qui m'a ouvert la porte. Enfin, j'ai pas pris de décision à ce stade, mais il m'a dit, écoute, si tu te dis que tu arrives au bout de l'histoire et que là, en plus, tu as besoin de te reposer, a priori, euh, je te fais une rupture, pas de souci, quoi. D'accord. Et moi, c'était un vrai déclic je suis reparti avec ça en tête en me disant, je sais pas ce que je veux faire après. Ce qui est sûr, c'est que j'ai besoin de temps pour me remettre. J'avais toujours eu envie d'entreprendre. Au fond de moi, je savais que, tu vois, enfin, ce que je dis là maintenant très facilement, que ce métier-là, je l'aimais pas. Je me le disais pas si facilement à l'époque, mais parce que ça faisait comme quelques années, j'étais dans le monde du e-commerce et de la logistique. Je sentais que c'était quand même pas ma voie et que je ne me voyais pas être là-dedans encore dans 20 ans. Et je me dis, bon, allez, là, c'est une super opportunité quand même pour te reposer, prendre le temps pour te poser les bonnes questions et puis peut-être faire un premier changement, un premier virage professionnel qui était, enfin, que j'aurais eu besoin de faire sans ça. Et en fait, je pense que ce burn-out, ça a été finalement, c'est un accélérateur génial. Ouais, au final, tu l'as vécu comme une chance. Alors maintenant, je te dis que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée parce que si ça m'était pas arrivé, aujourd'hui, je ne serais pas où je suis, j'aurais pas créé ma boîte, Mm. j'aurais pas déménagé de Paris. Enfin, tout ça est arrivé suite à ça. Donc, je ne sais pas si c'est grâce à ça, mais oui, je pense en partie. Donc oui, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Bon, c'était quand même assez violent à vivre, mais Mm. Euh, j'ai aucun regret. Comment tu as fait pour t'en sortir? Est-ce que tu en as parlé à tes proches? Est-ce que tu en as parlé à tes équipes? Et qu'est-ce que tu as mis en place pour t'en sortir? Ouais, donc bah, quand même, je suis revenu au boulot quand même. Enfin, je suis pas parti du jour au lendemain. Donc après, alors combien de temps je pourrais pas dire combien de temps je me suis arrêté, mais peut-être 15 jours au final. Mais vu qu'on a acté avant mon retour que je partais, je suis revenu en mode, je vais remettre les dossiers au propre, je vais annoncer à l'équipe que je pars et j'organise mon départ à un minimum. Mais peut-être que je suis revenu peut-être un mois, très très light. Juste, voilà, je m'assurais que ça tournait et j'ai passé la main, quoi. Temps de recruter aussi, je connaissais pas mal de monde dans ce métier-là, j'ai aidé au recrutement du mec qui allait me suivre, qui allait me succéder. Donc, j'ai essayé de partir le mieux possible. Et qu'est-ce que j'ai mis en place? Ouais, j'ai fait. Oui, j'en ai parlé après à tous mes. Alors, pas trop à mes amis. Je dois avouer que j'ai quand même vécu comme une forme de honte au début. J'ai quand même vécu comme un échec très longtemps. J'avais quand même ce truc au fond de moi de j'ai pas géré et je l'ai vécu comme un échec. Donc, bien sûr, après ma famille, alors, ma copine, bien évidemment, ma famille proche, mes frères et sœurs,
ma mère, enfin voilà, mes vrais, tu vois, ma famille a été au courant. Dans mes amis, je l'ai pas, les gens le savent, je ne l'ai pas crié sur tous les toits parce que ouais, je pense que j'avais une forme de honte, ouais, c'est le bon terme. Voilà. Mais et comment je m'en suis, comment je dirais que je m'en suis sorti suite à ça, c'était quand même un peu long parce qu'en fait, même si après ça allait mieux et tu reprends de l'énergie, ouais, c'est un petit trauma, genre, je pense. Toi, tu as une part de toi où C'est clairement un trauma. ta confiance, elle prend un sacré coup quand même. Tu te dis, ouais, tu t'as pris un choc professionnel quand même. Donc l'histoire d'après, tu repars pas avec la confiance ici, hein. Tu repars quand même d'en bas. Il faut reconstruire tout doucement. Moi, j'ai vécu des gros moments avec des vagues d'anxiété quand même assez importantes sur des petites choses banales. Dès qu'un truc qui se passait pas comme je voulais, vite, ça prenait des places importantes. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai mis pour remettre, déjà pour que ça aille mieux? J'ai fait un truc très rapidement dans la foulée de mon arrêt quand j'ai commencé à être au chômage, de ma rupture, pardon. C'est un bilan de compétences. Ma mère faisait des bilans de compétences depuis 20 ans, donc je connaissais assez bien le métier de loin. Et vu qu'en fait j'étais vraiment dans ce truc en plus, je ne sais pas du tout ce que je vais faire après, hein. J'avais des idées, mais ça m'a permis quand même de me donner une. J'ai très peur comme de ce côté. Dès lundi, là, j'ai rien à faire. C'est le premier jour de ta rupture. Moi, j'ai pas trouvé ça cool, hein. Je me suis dit, oula, attends, tout ce temps que je récupère, je sais pas quoi faire. Et en plus, je sais pas où je vais. Donc, j'avais un peu de chômage devant moi, cool, mais j'avais aucune envie d'attendre 2 ans chez moi, quoi. Donc, je me suis dit, ok, il faut que je me pose les bonnes questions pour mettre ça au clair. Donc, je lance un bilan de compétences. Et juste après, je me suis lancé dans une formation que j'avais trouvée il y a. Ça faisait 2 ans que j'ai suivi le wagon, une formation pour apprendre à développer, développeur web. J'ai fait une formation commerciale moi à la base, donc j'ai toujours été quand même un peu geek entre guillemets sur les bords et été un peu passionné par la partie technique. Et puis on travaillait beaucoup dans le digital avant, ça m'intéressait. Je me suis dit bon, cette formation de tente, tu as du temps, va la faire. Je ne sais pas pourquoi, est-ce que ça va t'apporter, j'avais aucune idée, mais je me suis dit que c'était pas des compétences perdues. Donc j'ai fait ces deux choses-là. Euh, non, et après, il y a eu quand même un gros travail perso avec un psy. D'accord. Parce qu'en effet, quand je te parlais de cette vague d'anxiété quand même importante, c'est quand même à la limite d'être handicapant. Donc quand je voyais que j'arrivais pas à gérer ça seul, très rapidement, mon médecin, j'ai redéménagé sur Amiens, donc je suis rentré dans ma Picardie natale avec ma femme, enfin, ma copine qui est devenue ma femme par la suite. Et très rapidement, mon médecin, qui est super d'ailleurs, quand je lui ai raconté un peu tout ça, m'a dit que ça sortait une bonne piste et j'ai adoré le process. Enfin, franchement, j'ai tellement appris sur moi et tout. Et clairement, c'est une grande part du soin, je pense. Enfin, c'est important de se faire accompagner. Et après, c'est en fait globalement l'hygiène de vie. Moi, j'ai fait aussi extrêmement. Je me suis remis à faire du sport parce que j'avais totalement arrêté. Depuis le début de mon école de commerce, je faisais beaucoup de sport au lycée. Les études, le début de la vie pro, j'ai tout arrêté. J'avais oublié ce que c'était de courir, de transpirer. Là maintenant, tu vois, je dois faire du sport 4 à 5 fois par semaine. Ça fait clairement partie de ma. Enfin voilà, en fait, je pense que l'hygiène de vie, d'une manière générale, dans mon cas, m'a sauvé, m'a permis vraiment de me remettre, de reprendre le dessus et aujourd'hui de vivre. Je pense que j'ai beaucoup plus de stress dans ma vie professionnelle aujourd'hui qu'avant, mais je vis ça avec une sérénité 4 fois supérieure à ma vie d'avant. Et alors aujourd'hui, tu es dirigeant d'entreprise. Ouais. Comment tu gères ton modèle et ton environnement de travail pour que tes salariés ne vivent pas la même chose que toi? Ah, c'est une bonne question. Écoute, c'est une bonne question et c'est une question qu'on se pose encore tous les jours. Ouais. Très franchement, c'est pas facile. Euh, Tu en as combien de salariés Alors toi? on est 20 salariés D'accord. chez Même Pas Cap maintenant. Et c'est une question qu'on se pose tous les jours parce que, en fait, ce qui est le compliqué là-dedans, c'est que si tu veux faire les choses bien, à mon sens, c'est que tu es presque obligé de personnaliser à chacun. Et c'est ce qu'on essaie de faire. C'est pas toujours facile, parce qu'il y a bien évidemment des règles générales qu'on est obligé de mettre en place pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Mais globalement, par les grands axes qu'on a qui, je pense, fonctionnent bien, c'est un déjà, chacun bosse d'où il veut. Alors, on s'est aussi construit pendant le Covid, hein, donc je me suis pas dit dès le début, euh, on va créer une boîte qui va travailler, qui va fonctionner en remote first, hein, comme on dit aujourd'hui. Ça se fait par la force des choses parce que nos premiers recrutements, on l'a fait en plein Covid et on a recruté des gens en visio sans les rencontrer, tu vois. Mais du coup, on s'est vite rendu compte que ça marchait très bien. Et que les gens, en plus de ça, et moi, et d'ailleurs les gens, mais moi le premier, j'ai 2 enfants, par ailleurs j'ai eu des enfants entre-temps. Ben, on a pas mal de jeunes parents dans l'entreprise, entre autres. C'est un jonglage permanent entre
un enfant malade, le Covid, parfois tu n'avais pas de nounou pendant un mois. Enfin, il fallait trouver des solutions pour permettre à chacun d'équilibrer au mieux sa vie pro, sa vie perso. Et le fait de pouvoir dire à chacun, si tu veux bosser de chez toi tous les jours parce que c'est plus pratique pour toi, c'est OK. Par contre, on fait attention à mettre des règles en place très claires pour quand même que tu fasses, à l'inverse, ça ne vienne pas déborder. Donc ça, je pourrais y revenir, mais on a bossé une charte du télétravail qui est assez carrée pour me donner comme de la structure et permettre justement à chacun, chacune de mettre chez soi des règles claires, parce que je pense que moi, le télétravail fait beaucoup mieux bosser les gens, tu es beaucoup plus efficace. Mais le grand risque, c'est que tu viennes à bosser n'importe quand, de ne plus Mm. faire de pause déjeuner, de réouvrir ton ordinateur le soir, et c'est pas ça non plus. Donc il y a cette règle de chez nous. Donc en fait, voilà, des gens qui disent non, moi je veux bosser en cowork tous les jours, ou je viens au bureau. Bon, tout le monde n'est pas sur un mien, donc il y a des gens qui n'ont pas le choix de ne peuvent pas venir au bureau, au siège, mais on va leur payer un cowork. Il y en a qui vont faire du mix. Et il y a ce truc de ouais, tu as le choix. Et tu as le choix en plus de tes horaires. Chacun doit faire 35 heures par semaine. Mais si tu veux commencer à 8 heures parce que tu préfères bosser jusqu'à midi, puis après de reprendre de 16 heures à 20 heures ou 19 heures, je n'ai pas fait le calcul, mais voilà, c'est possible. Et si tu veux faire à l'inverse, 9, 12, 14, 17, c'est possible. Si tu veux t'organiser pour en fait faire tes 35 heures sur 4 jours et pas bosser le vendredi, c'est possible. Donc en fait, on a ouvert vraiment, on dit à chacun, en fait, c'est à toi de personnaliser au mieux ton travail par rapport à ta vie, ce que tu veux, ce que tu es prêt à accepter, pas accepter. Et après, la règle, c'est bien sûr que le temps que le boulot est fait, est bien fait. Euh, voilà, donc chacun a cette liberté-là. Et je crois que ça, c'est un élément qui plaît énormément. Et dans la preuve, c'est qu'on n'a pas de turnover ou presque chez même pas Cap. Donc je pense que ça plaît. Et on voit les salariés toutes les semaines en hebdo, en one-one, obligatoire. Donc justement, d'autant plus ceux qu'on ne voit pas tous les jours étant en télétravail, avec un point qui est vraiment pas est-ce que le boulot est fait, c'est comment ça va, comment ça se passe, comment est ta charge de travail. C'est des choses sur lesquelles on essaie d'être le plus attentif possible. Euh, on a une psychologue à disposition de l'entreprise. Chaque salarié, si à un moment, pour plein de raisons, tu vis un moment plus compliqué, pro ou perso d'ailleurs, ben, tu as le contact d'une psy qui est prise en charge par l'entreprise, tu l'appelles et tu fais le point, on reçoit les factures, mais je ne sais pas qui l'a utilisé, pour quelle raison, et c'est à ta disposition pour gérer des situations qui peuvent être compliquées dans notre métier, dans l'accompagnement. On peut vivre et entendre des histoires compliquées de la part de nos clients. Parfois, elles sont faciles à digérer, parfois un peu plus dures, donc ça me semble évident de mettre ça à leur disposition. Donc voilà, ça fait quelques exemples. Et puis après, on se revoit, on essaie de faire bien sûr de la cohérence d'équipe en vrai, et tous les trimestres, on fait un événement tous ensemble, obligatoire, on se voit 24, 48 heures, on se retrouve tous, et c'est vraiment un moment de partage, d'échange, de team building pour garder comme une cohésion d'équipe, parce qu'on est tous aujourd'hui dispatchés pratiquement dans toute la France. Donc voilà, quelques exemples. C'est assez rare que des hommes parlent ouvertement de leur épuisement professionnel. C'est même peut-être la première fois qu'on va voir un homme, et qui plus est un manager, un ancien manager, d'en parler face caméra. Qu'est-ce que tu aurais à dire aux hommes qui veulent pas s'arrêter, qui veulent pas peut-être aller voir un psychologue parce que montrer ses émotions, c'est paraître un petit peu Faible. faible. Qu'est-ce, qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Écoute, je pense qu'on a la chance quand même de notre génération, moi j'ai 36 ans, 36 ans maintenant, on sent qu'il y a un switch qui est en train de se faire. Si je pense en effet à la génération de nos parents, je pense qu'on avait encore en effet un mythe de euh, l'homme fort qui doit bosser, ramener l'argent à la maison, qui n'a pas de faille. La femme à l'inverse qui va peut-être être en mode, qui va mettre de ce côté son boulot pour s'occuper de la maison, des enfants. Je pense quand même qu'on ça évolue. Enfin, moi, je vois à titre perso dans mon entourage, on voit quand même que ces équilibres-là, même s'ils sont encore un peu présents, bougent. Et je trouve que sur cette ligne-là aussi de dire, bah non, en fait, un mec, t'as le droit de pleurer, t'as le droit de montrer tes émotions, t'as le droit de te faire accompagner, t'as le droit de te faire. En fait, t'as le droit de dire j'ai besoin d'aide, tout simplement. Et en fait, je crois que ça évolue quand même vraiment dans le bon sens. C'est quand même, je sais pas si je suis le premier, je crois pas, mais en tout cas, c'est sûr et certain, c'est que moi, en tout cas, à titre perso, j'en parle beaucoup plus facilement. Et puis dès que j'en parle, tu vois que n'importe qui comme commence à être de plus en plus à l'aise sur le fait d'en parler. C'est Oui. pas encore gagné, il y a encore un long chemin. Et d'ailleurs, je vois même dans notre métier, chez Même Pas Cap, dans la boîte, en bilan de compétences, on a 70% de femmes pour 30% d'hommes. Hmm, C'est bien la preuve que c'est pas que les femmes en ont plus besoin, hein. C'est que les femmes ont beaucoup plus cette facilité à aller exactement. chercher de l'aide, à accepter que parfois on a des moments où on a besoin d'aide. Oui. Et, et j'aime bien prendre cet exemple pour illustrer ça, c'est que euh,
Et je pense que c'est les sportifs sont les premiers à défendre ce truc corps et âme, qui est de dire pourquoi tous les sportifs ont un coach pour les accompagner, pourquoi que tous les sportifs côtoient maintenant à peu près tous des psychologues pour les accompagner mentalement. C'est bien qu'a priori, il y a une très très bonne raison derrière tout ça. Et je pense qu'à l'inverse, aujourd'hui, moi, à titre perso, je continue de me faire suivre, alors que en fait, tout va très bien. Ok. Mais parfois, il y a des moments, des challenges, des moments qui sont malgré tout plus stressants, plus compliqués. Et en fait, bah, c'est une vraie force. Mm. En fait, je pense qu'à l'inverse, aujourd'hui, grâce à ça, je m'améliore. Et donc, de la même manière que tu prends un coach sportif, si tu veux t'améliorer dans n'importe quel sport, euh, prendre un psychologue, tu peux appeler ça un coach mental, c'est plus facile parce qu'on entend beaucoup ce mot-là de coach mental, mais c'est un psy, mais c'est plus facile à assumer peut-être si on utilise le mot de coach mental. Euh, je pense que en fait, c'est une vraie force, c'est aussi simple que ça. Et donc, si tu es juste dans une volonté d'apprendre à découvrir et à être, entre guillemets, d'aller chercher une meilleure version de toi-même d'une certaine manière, bah, faut juste pas se poser de questions. En fait, je pense que c'est le meilleur investissement que tu peux faire pour toi, c'est de se faire accompagner. Et donc de dire à un moment j'ai besoin d'aide et accepter que sur des sujets sur lesquels tu n'as pas d'expertise, tu vas chez le médecin quand tu es malade parce que tu acceptes que le médecin est meilleur que toi pour te soigner. Bah, accepte que si tu vis des moments compliqués mentalement, je ne dis pas que tout le monde doit aller voir un psy tous les jours et en faire un suivi mensuel. Mais à un moment ou à un autre, si tu vis un moment compliqué, accepte que tu as un professionnel qui va t'aider, qui va du coup énormément t'apporter, te faire apprendre et te rendre meilleur et te va te permettre de gérer encore mieux ces situations demain. Et je suis convaincu que c'est une vraie force. Euh, donc, euh, donc, voilà. Ouais. Non, mais clairement, clairement. Et puis on est dans une phase où beaucoup, beaucoup de personnes expérimentent, entre guillemets, l'épuisement professionnel. C'est quand même un cadre sur deux, ce qui est énorme. Je crois que c'est un manager sur trois. Je crois que c'est la première cause enfin, les arrêts de travail liés au travail, aux maladies mentales pardon, liées au travail. Mm. C'est la première raison des arrêts de travail, hein, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, ouais, mais il y en a énormément, quoi. Donc effectivement, ça se démocratise, heureusement, mais maintenant il faut trouver un petit peu des solutions Ouais. pour contrer ça, quoi. Bah, tu vois, chez Même Pas Cap, hein, on fait un baromètre tous les ans pour demander à nos clients qu'est-ce qui a fait qu'ils ont déclenché leur accompagnement. Mm. Pour la première cause, 70, presque 70% des gens qui disent ça, souffrance au travail. Ouais. Ouais, Souffrance au travail, c'est pas je me sens pas bien, j'ai perdu du sens dans ce que je fais, hein. ouais. C'est je souffre. Mais tu te rends compte qu'il y a 48% de salariés français en détresse psychologique. Ça, c'est une étude d'empreinte humaine de 2023, Ok, fin 2023, donc ok, c'est énorme. c'est énorme. À titre personnel, je pense que c'est la phase émergée de l'iceberg, puisque, bah, comme on se l'est dit, hein, les hommes ne s'arrêtent pas, les hommes ne vont pas voir des psychologues. Donc, est-ce qu'ils remontent réellement dans ces statistiques? J'en suis pas si sûre. Donc, c'est énormément de personnes. Et effectivement, comme tu l'as dit, c'est important de prendre du temps pour soi, d'aller voir un psychologue, de faire un point sur peut-être ses bilans, ses forces au travail. Et Et je pense que même, tu vois, un truc très très basique, et je pense la première solution si tu vis ce moment-là, la première chose à faire, c'est ça, c'est prendre soin de soi, ça passe vraiment par une hygiène de vie. Moi, je pense que ouais, quelque chose qui m'a emmené aussi dans le mur à l'époque, c'est que j'étais à Paris, je bossais 10-12 heures par jour, je faisais plus de sport. Du coup, de par le stress, l'anxiété, j'étais très heureux d'aller me prendre une, deux, trois bières le soir après le boulot parce que bah, ça détend. Tu dors 6-7 heures par nuit en ayant un peu bu et tu recommences. Et en fait, juste ça, c'est catastrophique. Juste ça, c'est catastrophique. Et juste, tu vois, et d'ailleurs, moi je le vois encore aujourd'hui, hein, si parfois, là c'est l'été, il fait beau, on fait un apéro le soir, tu te couches un peu plus tard, tes enfants vont te réveiller un peu la nuit, tu arrives au boulot, tu as dormi 6 heures, bah, le lendemain, ouais, je me sens moins bien. Et parfois, un petit truc qui se passe, ça prend plus de place. Alors que c'est un truc qui n'a aucun intérêt. Puis d'ailleurs, tu le vois, tu vas peut-être plus t'embrouiller avec ton conjoint, ta conjointe. Tu vas peut-être un peu plus crier sur tes enfants. Au boulot, le moindre truc qui va pas comme tu vas t'énerver. Et alors en comment on fait, fait pour trouver cet équilibre? je crois que enfin, c'est pas que je crois maintenant, je suis convaincu que en fait, si tu veux vivre au mieux au quotidien, tout en étant vivre avec une certaine pression et en fait, une volonté aussi, voilà, d'être investi dans ton boulot et de bien faire et de progresser, ben, en fait, tu es obligé de te tenir à une sorte d'hygiène de vie un peu stricte, quoi. Tu vois, ben, j'aime bien prendre l'exemple des sportifs parce que je crois que je m'inspire beaucoup de ça, mais tu demanderais, c'est assez évident que Kylian Mbappé boit pas des bières tous les soirs,
fait attention à ce qu'il mange et s'assure de dormir au moins 8 heures par nuit, je pense. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Et je suis convaincu que chacun à son niveau et sans devenir un moine et arrêter de sortir. C'est pas ce que je suis en train de dire du tout, hein, parce que je suis le premier à être très heureux de faire la fête à l'occasion. Mais c'est un truc qui doit être resté un truc modéré. Et que moi, voilà, essayer au maximum de tenir mes 8 heures de sommeil dans la mesure du possible. Et je sais que c'est pas évident avec 2 enfants. De garder du temps pour faire du sport. Et voilà, de faire un peu attention à ce que tu bois et à ce que tu manges. D'essayer d'être un peu raisonnable dans tout ça. Et ben en fait, déjà, ça, à mon avis, pour beaucoup de gens, c'est 90% du problème. Est-ce que tu as des conseils à donner à des managers, enfin en tout cas des dirigeants ou des big boss, pour éviter de nouveaux cas d'épuisement professionnel? À ton avis, ça serait quoi? Bah, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'en parler, déjà, parce que ce n'est pas que ton problème, c'est aussi le problème de ton responsable. C'est-à-dire que quand tu commences à te sentir moins bien, ça peut être parce que la charge de travail n'est pas adaptée. Ça peut être parce que tu n'as pas les moyens de réussir finalement ta mission. Donc, Ouais. c'est aussi la responsabilité de ta boîte, de ton responsable, de les prévenir. Et donc, tu ne peux pas espérer, je pense, que des choses bougent si tu n'es pas capable d'amener le. Moi, c'est ce que je pense que ça a été mon erreur, à un moment de dire là, il y a trop de trucs, je ne peux pas gérer. Et si, il faut surtout pas que la réponse soit et bah, du coup, il faut que j'en fasse plus. Mm. C'est pas possible. Donc, je pense voilà, d'en parler et de ne pas avoir peur d'en parler. Et puis surtout de se dire que si tu es moqué par rapport à ça ou pas écouté, il faut que tu partes. Parce que ta santé doit toujours primer sur tout le reste. Le boulot, c'est que le boulot. Ça ne va pas prendre le dessus sur ta vie, sur ta santé, sur le reste. Donc, il faut revenir comme un truc un peu basique de ce n'est que du boulot. T'en retrouveras. Et si c'est plus la bonne boîte qui prend pas soin de toi, enfin, c'est la responsabilité, je pense, de la boîte de prendre soin de toi. Donc, d'en parler, de remonter le problème, et si rien ne change, de partir, tout simplement. Et après, et en effet, à côté, à titre perso, si tu penses que c'est aussi l'une des raisons, peut être aussi, voilà, comme je disais tout à l'heure, plus perso, parce que tu vis mal, tu gères peut-être mal ton stress ou autre. Et dans ce cas, c'est peut-être aussi remettre un peu en cause ton hygiène de vie un peu plus générale. Je pense que c'est probablement, moi dans mon cas, en tout cas, à titre perso, je pense qu'en fait c'était l'accumulation des deux choses. Si maintenant tu avais des conseils à donner à des dirigeants d'entreprise qui ont des salariés qui n'en parlent pas forcément, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place vraiment pour éviter les burn-out? Excellente question. Euh, Pas facile. non, pas facile, et je sais, puis je suis pas convaincu d'avoir toutes les réponses, et bon, c'est loin de là. Surtout sur les modes de travail, comme on disait tout à l'heure, où on a les salariés qui sont parfois pas à côté de toi tous les jours. Ouais, Donc tu peux pas forcément les voir et identifier ouais, ça. c'est ça. Mais Euh, peut-être dans ton cas, dans le cas de ton épuisement professionnel, euh, qu'est-ce que ton manager on aurait pu faire différemment. aurait pu faire différemment pour éviter ça? Bah, je crois que ce qu'on essaie de faire nous dans ma boîte en tout cas, c'est de voir les gens régulièrement, mais en point vraiment tous les deux. On se prend, nous, c'est voilà, une demi-heure, c'est pas grand-chose, mais chaque salarié est vu en point déjà toutes les semaines. Et c'est pas un point, encore une fois, qui doit être en mode t'en es où de ton projet ou autre, c'est comment ça va. Ouais. C'est ça le Et point. parce que est-ce qu'il était au courant que tu travaillais le Non, soir? Donc il n'était pas au non. courant. Bah, du coup, mais enfin, oui et non, parce que j'envoyais quand même des mails à 22 heures. Oui, donc ok, il était Il au était au courant. courant. Ouais. Et lui-même, je recevais des textos, j'avais pas de téléphone pro, j'en recevais des textos le week-end. Donc, tu vois, il y a quand même un truc euh, il y a une part de raison, forcément. Sinon, c'est jamais blanc ou noir. C'est jamais, je suis convaincu dans ce genre d'histoire, c'est jamais 100% la boîte ou 100% le salarié. C'est probablement tout le monde a une part d'une forme de responsabilité quand malheureusement ça arrive. Mais je pense que si plus régulièrement, j'avais juste une discussion un peu franche qui est de dire, tu vois, nous, on est pour faire nos entretiens hebdo, on a une trame toutes les semaines qui est sur Payfit en l'occurrence, hein, notre logiciel de site Pay qui est notre logiciel d'entretien RH. Et tous les salariés, avant le point avec leur manager, doivent remplir une petite trame avec des questions très bêtes de comment ça va, est-ce que tu as des difficultés pour gérer, pour avancer. Et tu as aussi un petit truc d'emoji, c'est comment est ton moral aujourd'hui. Et tu dois répondre par un petit emoji. Et juste ça, c'est flagrant. La personne va, vu qu'il le prépare en amont, toi tu le reçois en tant que manager avant le rendez-vous et tu vois un petit emoji où tu vois la tête souriante, tout va bien, et puis ils peuvent mettre des adjectifs avec. Mm. Je suis content et je suis fier. La mine, au contraire, j'ai une petite larme, mon machin. Et là, tout de suite, ça c'est mon premier truc. Attends, t'as mis ça, qu'est-ce qui se passe? Mm. Donc après, ça peut être un truc perso. Je vis une maman plus compliquée perso.
tu prends le temps de discuter, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut adapter à notre niveau pour mieux gérer ce truc-là, ou te laisser le temps de gérer ça. Donc, je pense que c'est un truc, c'est ça, c'est d'essayer au maximum d'être à l'écoute et pas dans une logique de, ben, allez, je te fouette et on bosse. C'est avant tout une aventure humaine, je crois, et ça va partir des gens. Et en fait, quand les gens sont bien, ils bossent bien, ça va avec. Mm. Ouais, je pense que tu as tout dit là. Dans ce cas précis, écouter les salariés, c'est primordial C'est prendre pour le temps. comprendre, voilà, prendre le temps. Je pense que dans le cas précis, ils auraient pu mettre aussi des règles de déconnexion. Oui, et bien évidemment. Parce que là, typiquement, si tout le monde ne pouvait pas envoyer des mails après 19 h, par exemple, peut-être que bien plus tôt, bah, tu aurais dû dire, j'arrive pas à gérer, là, Ouais, il faut recruter. exactement. Il y Après, a ça des... m'aurait peut-être pas empêché de bosser, de juste pas d'envoyer le mail, etc. Je pense que tu vois, faut Ouais, même aller plus. Enfin, c'est-à-dire que je pense que d'ailleurs, je sais qu'il y a des boîtes qui le font, c'est que je pense que tu dois te faire engueuler à l'inverse si tu fais ça. C'est que moi, j'ai une collègue qui bosse dans une grosse boîte. Son, je sais pas, l'informatique a vu qu'elle envoyait des mails à certaines heures. Elle s'est fait convoquer pour qu'on lui demande des comptes de pourquoi tu bosses à cette heure-là. ouais, C'est pas normal. ouais. Et c'est bien. Ça devrait en fait. Enfin, moi, clairement, quand on utilise Slack comme beaucoup de boîtes pour échanger en interne, quand je vois des salariés qui sont en jour off ou en vacances, qui vont mettre un like ou un truc sur un post, mais Mm. qu'est-ce que tu fais? Tu sors de là et tu reviens la semaine prochaine. Ouais. Le Il y a des- repos, en fait, et les vacances et le temps off, le week-end, le soir, c'est au moins tout aussi important que ton Bien boulot. sûr. En fait, si c'est... Encore une fois, je vais reprendre, je vais saouler tout le monde avec mes histoires de sportifs, mais on n'imagine pas qu'un sportif s'entraîne H24, 7 jours sur 7. Tu as des temps intenses où tu te donnes et tu t'entraînes, c'est le boulot, mais il faut que tu récupères le soir. Parce que sinon, le lendemain, ton corps n'est pas prêt pour commencer. Et c'est exactement la même logique. Donc, il faut accepter que le boulot, c'est une forme d'effort qui peut ne pas être un effort physique, mais un effort mental, bien évidemment. Et surtout quand tu as des responsabilités, si tu vis avec un stress permanent, ça c'est un fait, euh, ou je vois une pression mentale. Et si le soir, tu laisses pas l'opportunité de souffler, d'aller faire du sport, enfin un truc qui te fait plaisir, peu importe quoi. D'ailleurs, les gens qui vont dire, moi c'est faire de la poterie, faire du dessin, peu m'importe, peu importe. Mais il faut alterner de l'effort avec du réconfort. Et si tu fais pas ça, bah, c'est sûr et certain que ce qui t'attend, c'est un mur, je crois.